recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes retenant l'actualité sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau, nous tentons d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par la loi Noël Tchani, portée désormais par les députés Mpungutsi Loulou. Est-ce que c'est une loi qui exclut ou plutôt une loi qui protège le Congo contre les élans de la balkanisation? On en parle. On revient également sur le rôle de la société civile. Vous le savez, dans le pays aujourd'hui, on a des sociétés civiles estampillées, majorité estampillée, opposition. Est-ce qu'on est dans la société civile, devront-on une couleur? Qu'est-ce que la société civile doit réellement faire pour le pays? Je vous propose deux sujets avec mon invité de ce soir. C'est pour la première fois que je la reçois sur ce plateau. Moi, je souhaite que ça ne soit pas la dernière. Maître Arlette Odia-Kachama. Maître, bonjour. Bonjour, M. Perrault. Ça fait plaisir de vous avoir. Bienvenue à ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. C'est la première, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Vous êtes présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, c'est DUC en sigle, un sigle plutôt, qui est une structure de la société civile, on va en parler. Mais vous êtes une femme, vous êtes avocate, vous avez été politique. Comment jugez-vous la place et le rôle de la femme aujourd'hui dans la société congolaise? Est-ce que on avance avec tous les bruits et les tralala, entre guillemets, que les femmes sont en train de faire, on stagne ou on est en train de reculer? Bon, je pense que de plus en plus, la femme, elle prend une place importante dans la vie de la nation. À un certain moment, je crois aussi, avec les pesanteurs culturelles, c'était pas assez fréquent de voir la société congolaise faire confiance en la femme, mais avec les derniers événements qu'a connu les pays, on a vu quand la présidente Janine Mabunda au sommet de l'Assemblée nationale, on a vu les femmes se distinguer, que ce soit même en politique, tout comme dans l'entrepreneuriat. On a compris, je pense, dans l'opinion, a fini par comprendre que la place de la femme, ce n'est pas seulement dans le foyer, pas seulement à la cuisine, mais aussi dans tous les autres secteurs de la vie nationale. Les détracteurs du combat de l'émancipation de la femme estiment que les femmes font beaucoup de bruit et ne travaillent pas. Vous attendez qu'on vous donne 40%, alors que les hommes, ils rentrent dans l'arène pour se battre, pour avoir des postes, pour être élus, et les femmes, elles sont là en train de crier « respectons la Constitution ». Est-ce que vous voyez les choses sous cet angle-là, où vous êtes plutôt fiers de la femme congolaise? Vous pensez que c'est une femme combattante, combative, qui descend dans le terrain pour se battre pour sa situation et pour la situation de son pays? Eh bien, moi, je ne partage pas cet avis-là. Je vais seulement partir sur les faits réels. Les faits réels, c'est que l'émergence de la femme, elle est venue après celle de l'homme. Donc, progressivement, le nombre de femmes augmente au sein des institutions, dans la classe carrément politique. C'est avec le temps qu'elle va atteindre tout le niveau. Donc c'est un processus et je pense qu'il est vraiment évolutif. Et dans les jours à venir, je sais que la femme aura beaucoup plus de place. Je disais au départ que vous êtes président donc de CEDUC, cette organisation de la société civile. Mais la différence entre vous, c'est que vous êtes parti de politique, des femmes politiques pour aller à la société civile. Vous étiez président de la Ligue des femmes du parti de M. Vidé Chimanga. Pourquoi l'avoir quitté? Bon, c'est à cause des convictions politiques. J'avais trouvé que ce que j'avais recherché en politique en ce moment-là, peut-être je ne pouvais pas l'obtenir. C'est pour cette raison que j'ai dû, en toute responsabilité... Qu'est-ce que vous avez cherché en politique qu'on ne vous a pas donné? Vous vouliez être ministre? Vidé Chimanga lui-même ne l'a pas été. Le président national lui-même n'a pas été ministre, n'a pas été DG. Est-ce que vous n'avez pas manqué de patience, madame? Non, mais pas du tout. Quand j'ai décidé d'entrer en politique, c'était par moi-même. Je ne suis pas dans une famille d'acteurs politiques. Je suis notamment fille d'un magistrat, ma mère elle est femme au foyer. Dans la famille, je n'ai pas trouvé de modèle. Mais j'ai décidé de faire la politique parce que j'avais pensé que la politique, elle est faite pour régler le problème de la société et que moi, je pouvais jouer un rôle
quelconque au sein d'un parti politique pour apporter le vrai changement pour le pays et pour les citoyens congolais. Mais il s'est fait que les choses ne se sont pas passées de cette manière-là. D'abord, je vais essayer un peu de faire marche arrière. Les raisons qui m'ont poussé à faire la politique, c'est avoir les richesses que compte le pays, la situation géopolitique, géostratégique que compte la République démocratique du Congo, mais elle était toujours à la traîne du développement. Tandis que vous verrez d'autres pays au monde qui n'ont pas autant de richesses, mais vraiment se développer. Je me suis dit que si ces pays-là ont pu se développer en dépit de leur manque, tandis que chez nous, en RDC, il y a autant de richesses, mais nous pouvons aussi nous développer. Et je me suis posé toutes ces questions. J'ai dû interroger les acteurs politiques au pays, tout comme au-delà de nos frontières, et j'ai trouvé qu'il fallait faire quelque chose. Et la meilleure réponse, c'est celle que je trouve auprès d'Étienne Tshisekedi Amulumba. Lui qui pense que pour qu'un pays se développe, ce n'est pas une question de richesse. La preuve est que la RDC a autant de richesses, mais c'est un pays classé parmi les pays sous-développés. Pour que le pays se développe, ce n'est pas une question de volonté politique seulement, parce que on ne doute pas de la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, mais le pays ne se développe toujours pas. Mais pour qu'un pays se développe réellement, tel que pensait Étienne Tshisekedi, et comme je venais de le dire, que je partage cet avis, c'est que la classe politique doit être d'abord consciencieuse, mais surtout respectueuse des engagements, respectueuse des principes et des lois. La nôtre ne l'est pas. Non, mais pas du tout. C'est pour cette raison... On n'a pas des Congolais respectueux des lois, des engagements, des convictions. C'est pour cette raison que j'ai dû quitter le Parti Dynamique Congo Uni lorsque l'Union Sacrée se créait. Parce que pour moi, elle repose sur la violation des principes de démocratie dans un État qui se veut démocratique. Elle repose sur le non-respect des engagements politiques. Elle se base sur, je veux dire, la transhumance politique, les cultes du chef et de la personnalité. J'avais trouvé, comme Étienne Tshisekedi, que dans ces conditions-là, le développement de notre pays était compromis. Alors autant mieux aller dans la société civile, porter haut la voix du peuple congolais et voir comment le dirigeant pourrait y répondre favorablement. Laissez-moi vous embêter un peu avant de parler en profondeur de ce pourquoi vous êtes venu. Vous étiez avec Didier Tshimanga, vous dites que M. Tshisekedi ne manque pas de volonté. Beaucoup disent de Tshisekedi que c'est un homme qui a de la volonté, mais son problème, c'est son entourage. Beaucoup sont venus pour jouir, beaucoup de jouisseurs. J'ai dit, c'est que les gens rapportent. Et les détracteurs de M. Tshimanga disent que parmi cet entourage décrié du président de la République, figure M. Didier Tshimanga. Lui aussi, on dit, bon voilà. Vous qui l'avez côtoyé, vous voyez les choses sous cet angle-là. Tshimanga fait partie de cet entourage malsain autour du président de la République? Absolument pas. Si j'ai quitté la Dynamique Congo Uni, ce n'était pas de la faute de mon président Didier Tshimanga, mais c'est par rapport à la sphère politique telle qu'elle s'est présentée et à l'ambition que moi j'ai personnellement pour le développement du pays. Et dire que le président n'est pas suffisamment bien entouré, qu'il serait peut-être entouré des jouisseurs, je me sens très mal placée parce que je ne suis pas en contact avec ses collaborateurs. C'est ce que beaucoup de gens disent. Le président lui-même a dit, qu'il donnait raison à Kabila quand il disait que la difficulté quand on arrive au pouvoir, quand on est chef, c'est d'avoir un entourage Alors ceux-là qui le disent, je pense qu'ils ont des raisons de le dire. Mais pour moi, si le pays ne se développe pas, c'est parce que l'UDPS, à travers bien sûr ses dirigeants, se sont illustrés dans la violation des textes, dans la violation de la Constitution, dans la violation des principes de démocratie, mais surtout dans la violation des engagements politiques. L'UDPS, c'est un parti politique qui a combattu pendant 37 ans dans ce pays, qui a incarné le changement, qui a incarné la démocratie. Vous les présentez comme un parti qui viole les lois, qui viole les principes, qui viole même les accords aujourd'hui? Oui, malheureusement, parce qu'il y a des exemples palpables qui nous poussent à penser de cette manière-là. Je viens de parler de la création de l'Union Sacrée de la Nation. Non, mais le président se souvient encore. Le président a dit que Kabila était en train de les bloquer pour l'intérêt supérieur de la nation. Il a dit l'intérêt supérieur de la nation passe devant tout engagement, devant tout. Oui, d'abord que ces arguments-là ne convainquent pas l'ensemble de l'opinion congolaise, même de l'opinion internationale. Mais admettons même que ce soit le cas. Mais quand vous travaillez avec des collaborateurs ou même de partenaires, des alliés qui vous humilient, qui ne respectent pas vos mots d'ordre,
Mais la solution, vous la puisez où? Vous la puisez dans la Constitution. Et la Constitution, elle est claire. Que vous avez une Assemblée nationale qui ne marche pas selon votre vision. Vous dissolvez l'Assemblée nationale, vous convoquez des élections anticipées. C'est même pour cette raison que j'ai toujours pensé qu'à Genève, les gens qui se sont réunis, les anciens opposants qui se sont réunis avaient certainement compris que dans la gestion de la République, s'ils arrivaient à abriguer la magistrature suprême, il se poserait un problème avec l'Assemblée nationale qui sera l'issue des élections, parce que on se souvient quand même que l'opposition s'était plus concentrée sur l'élection du président de la République. Et c'était assez prévisible que l'Assemblée nationale ne soit pas forcément favorable au président venu de l'opposition. J'ai même pensé que c'est pour cette raison que l'accord de Genève organisait ou prévoyait qu'au cours des 2 ans, que des élections soit anticipées, soit convoquées et qu'il y ait d'autres institutions. Je pense que le président Félix Tshisekedi s'étant retrouvé dans ces circonstances-là où il ne savait pas, tel que lui le dit, travailler avec cette Assemblée nationale, les choix étaient soit de renégocier ses accords avec son partenaire FCC ou alors dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer des élections anticipées. Mais aller jusque à faire basculer la majorité, faire basculer la majorité sans fondement, à suspendre les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, aller jusqu'à suspendre la loi portant statut de l'opposition, cette loi-là qui dit que soit on est à la majorité, soit on est dans l'opposition. On est dans la majorité lorsqu'on partage des responsabilités dans l'exécutif et à tous les niveaux. On est dans l'opposition lorsqu'on ne partage pas des responsabilités dans l'exécutif. Mais nous vivons des circonstances où des gens sont dans les partis considérés par le pouvoir comme étant de l'opposition, mais entre-temps, leurs élus sont en train d'exercer des fonctions et des hautes fonctions au sein des institutions et de l'exécutif. Tout cela, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il n'y a plus des lois qui sont respectées dans cette sphère. J'imagine que c'est pour le besoin de la cause. C'est peut-être pour faciliter la gestion au président Félix Tshisekedi. Mais vu que ces convictions-là ne cadrent pas avec les miennes qui sont aussi celles d'Étienne Tshisekedi, de dire que le pays ne peut se développer que lorsque les principes, les lois et les engagements sont respectés, j'avais pensé que le développement était désormais plombé, autant mener son combat au sein de la société civile. Vous parlez si bien, mais depuis qu'on a commencé l'émission, j'ai l'impression d'être en face de quelqu'un qui est idéaliste mais qui n'est pas réaliste. La politique, c'est le réalisme. Kabila me bloque, Kabila me bloque. Les politiques n'aiment pas un discours comme ça. Heureusement pour vous que vous l'avez compris, vous êtes allés ailleurs. Est-ce que vous ne rêvez pas un peu trop, madame? Est-ce que vous n'êtes pas trop idéaliste? Vous avez trop... Vous êtes trop dans l'idéal et non pas dans le pragmatisme. Oui, c'est ainsi même que je pense que si on était tous à un certain moment idéalistes, on ne resterait pas toujours dans les raccourcis. C'est ce que moi je considère comme étant des raccourcis. Mais faire la politique, c'est quand même pour une élite, une certaine classe des individus. Par les passés, ce n'était pas une affaire de tout le monde. C'était réservé à une certaine classe. Pourquoi cette classe-là? Parce qu'on pouvait supposer qu'elle était vouée à la réflexion, voué à l'idéalisme, comme vous le dites. Je suis fière d'être de ceux-là qui continuent à penser que pour que le développement arrive réellement, nous devons partir sur les principes. Vous quittez la politique, vous allez dans la société civile. Parlons-en justement, avant d'aborder la question de la loi Noël Tiani. Vous créez votre structure dans la société civile, mais vous faites un peu ce que les Congolais disent. Okimimula na ebalé. Parce qu'on sait que dans le pays, les sociétés civiles sont fragmentées. On peut cataloguer en disant que Georges Kapiamba, quand il prend la parole, on sait pour qui on peut dire qu'il roule. Jonas Tchombela va dans ce sens-là, l'autre va dans ce sens. On a une société civile estampillée. Est-ce que là-bas vous trouvez la neutralité? Vous trouvez le sérieux que vous avez recherché dans la politique? Vous pensez que dans la société civile, il y en a? Oui, ça dépend du rôle que soi-même joue. Il n'est pas seulement avoir le rôle attendu de l'autre, mais qu'est-ce que vous, en tant qu'individu, qu'est-ce que vous, en tant que structure, vous posez comme acte
de sorte à ne pas verser encore dans ce que nous avons tout le temps reproché à la société civile. Je pense que la société civile ne devrait pas avoir une tendance. La société civile devait tout simplement être au milieu du village. La société civile dans les jeux politiques devrait jouer le rôle d'arbitre parce que la vie politique, c'est essentiellement un jeu où des règles sont établies. Ces règles-là sont établies pourquoi? Pour qu'une fois qu'elles sont respectées, les retombées positives sont sur la vie des populations. Et c'est ce qui, heureusement, à l'issue des élections de 2018, c'est les circonstances que le peuple avait voulu. Il prend un président de la République de l'ancienne opposition, il donne la majorité à l'ancienne majorité qui était là, comme ça fait équipe. Chaque groupe pourra surveiller l'autre, pourvu que le peuple finalement bénéficie du travail de ses dirigeants. Mais aujourd'hui, on continue à croupir dans la misère. On va vous parler de l'état de droit. Mais état de droit qui n'est que fictif, parce que pour moi, l'état de droit, ce n'est pas ce que l'on voit. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a état de droit parce que Kamere a été arrêté, parce que Matata a été interpellé. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais l'état de droit, c'est essentiellement ce qu'on vit. Est-ce qu'en ce moment, les citoyens de ce pays, ils ont chacun un salaire? Est-ce que ceux qui ont des salaires, ils savent nouer les bouts du mois avec les salaires? Est-ce que les enfants étudient dans des bonnes conditions? Est-ce que nous avons des routes? C'est toutes ces questions-là. Lorsque déjà les principes et les règles du jeu sont à la fois définis et respectés, mais ça coule et ça va comme sur des roulettes. C'est ce qu'on continue d'attendre. Donc là, vous êtes dans la société civile pour lutter au fin d'obtenir l'avènement de toutes ces choses-là. C'est possible. Vous pensez que c'est possible et c'est pas tard? Nous y croyons et tout dépend, mais là, de la volonté politique, c'est ainsi que lorsque j'intervenais en introduction, je vous disais que la volonté politique ne suffit pas, elle doit se conjuguer avec le respect des principes, le respect des textes, ainsi de suite. Comme je l'ai dit, que la volonté politique ne fait pas défaut dans le chef de l'actuel régime, mais tout ce qui lui manque, c'est le respect de la Constitution, c'est le respect des règles du jeu démocratique, c'est le respect des engagements politiques, et c'est ce qui plombe le développement de notre pays. Parlons CEDUC avant de parler autre chose. Vous créez CEDUC, quels sont les objectifs? Pourquoi l'avoir créé dans un environnement de la société civile où il existe déjà beaucoup d'autres organisations et structures? Quelle est la différence entre ce que vous amenez et les autres organisations? Pourquoi ne pas adhérer à une organisation de la société civile qui existait déjà au lieu de créer la vôtre? Bon, créer la nôtre parce qu'on en avait eu les moyens. Au moment où elle se créait, l'occasion était là, l'opportunité, tout était favorable pour la création de ces structures. Surtout que la Constitution de la République n'interdit pas aux citoyens de ce pays de pouvoir se réunir, s'associer pour un intérêt précis, et c'est ce que nous avions fait. Nous n'avons que user des prérogatives constitutionnelles. Pour quelle ambition, les objectifs? Mais il faut essentiellement éclairer la conscience collective du peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple ne dispose même pas de ses droits. Tout est presque prévu dans la Constitution, mais après avoir prévu des choses dans la Constitution, mais la classe politique s'est arrangée encore pour mettre le peuple dans les circonstances, par exemple, de ne pas exiger des choses. Vous verrez un citoyen congolais qui n'a pas mangé depuis le matin, mais lorsque un député passe, mais il se met à crier, il se met à chanter, à Mopao, président, ainsi de suite, alors que il peut même tomber du fait de cet exercice physique parce qu'il n'a pas mangé. Mais il faut éveiller la conscience du peuple congolais pour lui dire que vous avez des droits et qu'à partir du moment où vous avez donné votre voix à un candidat président de la République, à un candidat député national, à un candidat député provincial, vous êtes déjà dans les conditions de lui exiger la solution à vos problèmes. Ça, c'est pour la population, mais aussi attirer l'attention des gouvernants, de ne pas seulement voir leur intérêt. Parce qu'en fait, si l'intérêt de la nation est placé en avant-plan, mais l'intérêt des individus, il sera aussi trouvé.
C'est cet éveil de conscience-là. Et nous pensons, la gymnastique, elle n'est pas facile, ça c'est vrai, mais nous avons ce plaisir-là de le faire avec l'espoir que les jours à venir seront meilleurs. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle notre invité de ce soir, Maître Arlette Odia Kachama, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, SEDUC en sigle. Avec lui, on fait un peu la lecture de la situation dans le pays, donc ici en République démocratique du Congo. Maître, je suis à l'aise d'être avec vous parce que vous avez une sorte de triple casquette. Juriste, vous êtes avocate. Politique, parce que vous venez du parti de Didier Tshimanga. Dans la société civile, parce que vous êtes présidente de SEDUC. Donc j'aurai un peu une explication globale de la situation. L'actualité politique dans le pays reste quand même dominée par la loi Tchani, la loi sur la nationalité. Monsieur Tchani propose une loi qui est portée aujourd'hui par les députés Nsingi Mpouloulou, dans laquelle il conditionnerait l'accession à certaines fonctions par le fait que l'on doit être de père et de mère. Êtes-vous pour ou contre la loi de monsieur Tchani? Globalement, je suis contre. Globalement. Parce que nous avons à notre niveau estimé que le pays n'a pas besoin actuellement de cette loi. Le pays a plusieurs urgences et plusieurs priorités. Cette loi-là, elle est en contradiction avec beaucoup des dispositions constitutionnelles. Cette loi évoque les questions de souveraineté nationale, les choix d'un président de la République. La Constitution de la République, à l'article 5, réserve la souveraineté nationale au peuple et seulement au peuple. Il ne revient pas à un individu, qui qu'il soit. Il ne revient pas à un groupe d'individus de décider de qui peut être président de la République, de décider de que peuvent être les conditions pour un candidat président de la République. C'est à travers les référendums de 2005 que cette constitution-là a été votée. Et elle a une histoire. Et c'est toute cette histoire-là qui a fait qu'à l'article 5 de la Constitution, qu'il soit décidé que s'agissant de l'expression de la souveraineté nationale, que ce soit seul le peuple qui décide. Alors, est-ce qu'il revient à Noël Tchani, à Nsingi Mpouloulou, à tous ceux qui le soutiennent, de décider de qui peut être président? Moi, je dis non. Ils peuvent proposer, ça c'est correct, mais aller jusqu'à amener l'Assemblée nationale, par exemple, à examiner cette loi, étant donné qu'elle entre en contradiction avec la Constitution, elle doit être précédée par la révision constitutionnelle. Et cette révision constitutionnelle va le plus nous apporter au référendum, parce que quand est-ce qu'on peut réviser une constitution sans passer par les référendums? C'est lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, ça c'est l'article 218 de la Constitution, réunis en congrès, délibèrent par vote oui à plus de 3/5. Donc il faudrait que les 500 députés de l'Assemblée nationale réunis en congrès avec les 109 sénateurs, semble au-delà de 360 députés, votent pour une révision constitutionnelle sans passer par les référendums. Or, en ce moment, l'Union sacrée n'a pas autant de députés et de sénateurs qui peuvent faire passer cette loi référendaire et cette loi sans passer par le référendum. Donc, les référendums va coûter cher à la République. Même s'il faut réunir le Congrès, vous allez encore vous souvenir que Jean-Marc Kabound, alors président AI du parti présidentiel... Il est encore jusqu'aujourd'hui. Oui, et vice-président de l'Assemblée nationale, était passé sur l'une des chaînes sur Top Congo ici à Kinshasa pour dire que voilà les congrès, combien ils coûtent à la République. Il parlait des 7 millions de dollars. Est-ce que le peuple congolais est encore prêt que 7 millions de dollars soient alloués à ce congrès-là pour faire voter et cette loi, une révision constitutionnelle sans passer par les référendums? Est-ce que le peuple congolais doit encore attendre, avec tous les problèmes sociaux qui lui préoccupent et même persécutent, passer d'abord au référendum tout simplement pour venir parler de qui
doit être président et qui n'est pas l'être. Je pense que le peuple, dans son ensemble, avec l'expérience qu'il a acquis des dernières élections, il peut se choisir un président de la République de père et de mère congolais sans que la loi ne soit votée. Madame, ceux qui amènent cette loi-là nous parlent notamment des questions de balkanisation. Vous savez qu'on sort dès le processus des brassages et des mixages, que le pays est entouré de 9 pays voisins, que nous avons les sécurités dans l'Est de la République. Faut-il pas verrouiller les fonctions, certaines fonctions pour épargner la République démocratique du Congo de la balkanisation? Vous parlez de la modification de la Constitution en évoquant notamment la souveraineté. Pouloulou ne refuse pas la souveraineté aux Congolais. Pouloulou voudrait modifier les conditions, une loi portant organisation des élections qui conditionnerait l'accession à certaines fonctions par des Congolais, des pères et des mères. Est-ce que cette loi-là ne va-t-elle pas nous protéger comme les auteurs estiment? Dire protéger est une chose. Mais on vous dit que la loi vient modifier la loi sur la nationalité congolaise. Mais cette même loi-là aborde les questions sur la loi électorale. Et qui, lorsque vous interrogez la Constitution, elles vont jusqu'à modifier certains termes de la Constitution. Or, s'agissant du choix des dirigeants, c'est une question du peuple. Je suis en train de le dire que ce n'est pas une question d'un individu. Ce n'est pas une question d'un groupe d'individus. C'est une question du peuple dans son ensemble. Et lorsque la Constitution a été votée, il y en a qui avaient dit non. Il y en avait qui avaient dit oui au référendum. Mais à partir du moment où elle a été votée, ça devient l'expression du peuple congolais et c'est le peuple qui s'est en fait exprimé. Donc, pour revenir sur certaines dispositions, dont notamment celle-là, il faut refaire le même travail. Parce qu'il y a un danger, il y a un risque. Il ne faudrait pas que une certaine catégorie des citoyens congolais, par exemple ceux qui sont de père mais pas de mère congolais, ou de mère et pas de père congolais, se retrouvent exclus par la volonté d'un groupe des citoyens. Mais la loi exclut toujours. Hein. Je suis d'accord. La loi actuelle dit qu'il pour être candidat président, il faut avoir 100 000. Moi, je voudrais bien être candidat président de la République, je n'ai pas 100 000 $. La loi exclut toujours. Oui, mais la Constitution... La loi dit qu'il faut être âgé de plus de 30 ans et avoir une expérience de plus ou moins 5 ans dans un domaine précis. Si moi, j'ai pas... La loi est toujours exclusive, hein, madame. Oui, la loi exclut toujours, mais il y a des exclusions que la Constitution ne permet pas. L'exclusion liée au sexe, par exemple. On ne peut pas discriminer une dame parce qu'elle est femme. On ne peut pas concevoir qu'un critérium soit mis en place, disant par exemple les femmes ne peuvent pas postuler. Non, ça c'est une discrimination que la Constitution interdit. Par rapport à la race, on ne peut pas. Quand vous me dites que ne peut postuler à la fonction de président de la République que c'est lui qui a 100 000. Ça veut dire que c'est lui qui a moins de 100 000 est discriminé. Mais est-ce que cette discrimination-là, elle est interdite par la Constitution? C'est ça le problème. Mais ici, nous allons dans une discrimination, dans une restriction qui, en fait, est interdite par la Constitution. Mais puis, ce sont les Congolais qui ont voté cette Constitution. Ils peuvent également décider que cette restriction liée au fait que monsieur ou madame, candidat président de la République, n'est pas de père et de mère congolais, mais nous, Congolais, nous l'acceptons. Mais on va aller au référendum, on va aller à la révision constitutionnelle et à partir de ce moment, ça devient correct. C'est de ça qu'il s'agit. Madame, politisons un peu les débats. Beaucoup estiment, comme vous, que c'est une loi qui exclut, mais c'est une loi qui s'acharne sur un homme, Moïse Katumbi Tchapoué. Vous êtes de la société civile, c'est-à-dire que vous avez la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que la loi Tchani est une manœuvre mise en place par l'actuel régime pour écarter certains candidats, dont M. Moïse Katumbi Tchapoué? Alors, je dois d'abord commencer par dire que je ne suis pas informé que Moïse Katumbi avait dit qu'il serait candidat aux prochaines élections. Je pense que être candidat, ce n'est pas seulement une question d'individu, mais comme étant dans un parti politique, certainement c'est le parti
qui va décider. Mais après, est-ce que les faits pour Katumbi de ne pas être aux élections ou d'être écarté pour une raison ou pour une autre, ça constitue une préoccupation pour le peuple congolais? Je ne pense pas. Le peuple congolais a besoin des dirigeants qui vont être à l'écoute de ces problèmes. Si Katumbi en était un, par exemple, est-ce qu'on ne prive pas le peuple justement de ces dirigeants qui seraient à son écoute? Mais Katumbi, il est dans l'Union sacrée. C'est au sein de cette structure politique qu'il doit se battre pour que sa candidature ne soit pas écartée. L'Union sacrée, bon, c'est une structure, je ne sais pas, même si elle n'a pas de forme, mais c'est une réalité politique. Elle n'est pas faite de citoyens congolais. En tant que citoyen, elle est faite d'acteurs politiques. Si cette structure-là, à laquelle Moïse Katumbi lui-même appartient, décide de l'écarter, mais que voulez-vous que le peuple vienne faire alors que le peuple n'est pas décideur dans cette structure-là? Le peuple attend les élections en 2023. Il attend de voir quels sont les candidats qui seront présentés. Il va opérer son choix et je suis sûr que cette fois-ci, ce sera les meilleurs choix. Donc, ce n'est pas une machination politique pour vous? Bon, en tout cas, pour moi, que ce soit une machination ou pas, Moïse Katumbi étant dans l'Union sacrée, il peut lui-même se battre de ce point de vue. Pour nous, ces débats ne devaient pas être personnalisés. Nous voyons l'intérêt du peuple, nous voyons l'intérêt du respect des textes qui régissent la nation congolaise et c'est ça qui nous met le plus à l'aise. Arlette Odia, l'actualité en matière d'élection, c'est aussi la CENI, par exemple, parce que bientôt, il faut que les candidats soient non seulement présentés, choisis, mais aussi entérinés au niveau de l'Assemblée nationale. La plupart de ces candidats, certains viendront de la société civile, notamment les confessions religieuses qui doivent présenter le président. Beaucoup estiment qu'il faut changer ce mode, notamment des désignations du président de la CENI, quand on sait que les confessions religieuses sont aussi inféodées. Est-ce que vous pensez que nous devons garder la loi, notamment en ce qui concerne le choix des candidats membres de la commission électorale, où vous dites il faut perpétuer, continuer à poursuivre avec la même loi? Alors là, permettez-moi d'avoir une réponse tout à fait personnelle. Ça, c'est ce que je pense. Je pense que la désignation des animateurs de la CENI, ça ne devrait même pas relever du fait qu'elle soit politisée ou non. Parce que c'est une composante qui tend à donner au pays des autorités politiques. Donc, penser qu'elle serait un seul jour apolitique, moi, je n'y crois pas tellement. Ce qui est le plus important, c'est les consensus. C'est que la classe politique en face avec la société civile et toutes les autres forces vives de la nation se retrouvent autour d'une table pour dégager des consensus. Malheureusement, la loi telle qu'elle a été votée et promulguée, ça a pratiquement été une affaire de l'Union sacrée tout seul, ou un peu avec la complicité du FCC parce qu'elle a participé au débat, mais avec l'exclusion d'une certaine classe politique, celle considérée par l'Union sacrée comme étant de l'opposition, notamment Martin Fayulu. Mais on est totalement mal parti. Dès l'instant où il n'y a pas eu consensus par rapport à cette loi, moi je me dis que quand bien même elle aura été votée, elle sera difficilement exécutée et que la classe politique finira par se retrouver autour d'une table avant la tenue des prochaines élections. Ah, c'est ce que vous croyez? C'est ce que je crois intimement. Ben, espérons, on attend. Parlons justement de ces élections. On dit également que il commence à devenir de plus en plus compliqué que nous ayons des élections en 2023. Je me rappelle de l'interview du président de la République accordée à nos confrères de Jeune Afrique. On lui pose la question s'il peut garantir qu'il y aura élection en 2023 dans la date prévue. M. Tshisekedi dit bien malin, c'est lui qui peut les garantir. Est-ce que vous pensez que les décors d'un report est déjà planté? Sous quelles conditions pouvons-nous avoir les décors? Ou vous êtes plutôt jusqu'au boutiste, élection en 2023 ou rien? Moi, je me réfère plus aux déclarations du président sortant de la CENI, Corneille Nangaa, qui a dit qu'on était déjà
largement en retard par rapport à la tenue des élections en 2023, mais que si la machine était rapidement mise en mouvement, on pouvait récupérer les retards et se rassurer de la tenue des élections en 2023. Mais avoir la manière dont les débats se sont déroulés par rapport à la loi électorale, avoir la manière dont le processus est en train de mener par rapport à la désignation des animateurs de la CENI, je vois déjà le problème pointé à l'horizon qui va diviser la classe politique et qui, en fait, amènera cette classe politique-là de se retrouver pour dégager des consensus. Donc vous mais êtes le d'accord. regret... On peut postposer les élections, Je on peut ne suis repousser pas- si les gens se retrouvent autour du même Je ne suis table. pas d'accord, mais c'est une réalité politique. Et le peuple va se décider par rapport à cela. Le peuple se souvient encore que si Joseph Kabila a dû perdre les élections en 2018, c'est essentiellement aussi par le fait qu'elles ont été tenues en retard. Logiquement, ces élections-là devraient se tenir en 2016. Peut-être qu'elles se seraient tenues en 2016, le FCC aurait continué de maintenir le pouvoir. Ça, moi, je ne sais pas. Mais je pense que les retards dans la tenue des élections est généralement très mal sanctionné par le peuple. Donc Félix court un grand risque. C'est ce que je pense. Maître, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci. Ça a le été un grand plaisir. plaisir. C'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que ce soir, on recevait donc à Maître Arlette Odia Kachama, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, c'est DUC en sigle. Avec lui, on a parlé un peu de 2-3 petites questions importantes qui engagent l'avenir de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.